La paroi intestinale. Anatomiquement, l'intestin grêle comprend trois segments, le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Histologiquement, on divise l'intestin en deux segments uniquement. On a le duodénum qui s'étend du pylore à l'ampoule de Vater. Le deuxième segment, c'est le jéjuno-iléon qui commence de l'ampoule de Vater et se termine à la valvule de Bowen. La paroi intestinale comprend trois particularités structurales pour augmenter la surface d'échange entre la muqueuse et le contenu intestinal. Donc, on sait que l'intestin possède une activité sécrétoire et motrice, mais sa principale fonction est l'absorption des produits de la digestion. Donc, pour augmenter cette surface d'absorption, on a des structures histologiques particulières. Premièrement, on a les valvules conniventes. C'est quoi une valvule connivente? Donc, ce sont des reliefs de la sous-muqueuse. Elles sont nombreuses de la première moitié du grêle et elles se raréfient vers la fin de l'iléon. Donc là, sur cette photo, on voit une coupe longitudinale de l'intestin. Donc, au milieu, vous avez la lumière intestinale. Et on a de la lumière vers l'extérieur. La première couche, donc on a la muqueuse. On a en bleu l'épithélium de la muqueuse. En blanc, donc c'est le chorion de la muqueuse. En rouge, vous avez la musculeuse de la muqueuse. Et en jaune, vous avez la sous-muqueuse, ensuite la musculeuse. Donc, c'est quoi les valvules conniventes? Ce sont des surélévations de cette sous-muqueuse. Donc, ces surélévations, on les appelle les valvules conniventes. Donc, ces valvules sont nombreuses dans la première moitié du grêle et elles se raréfient vers la fin de l'iléon. La deuxième structure, c'est les villosités. C'est quoi une villosité? Les villosités sont des expansions du chorion. Elles sont recouvertes par l'épithélium intestinal. Elles sont très nombreuses et tapissent l'ensemble de la muqueuse du grêle. Donc, tout le long du grêle, on trouve des villosités. Entre ces villosités s'abouchent les glandes du chorion. Donc, au niveau de la muqueuse, on a des expansions du chorion. Donc là, ces expansions en doigts de gants dans la lumière intestinale s'appellent les villosités. Donc, on le trouve tout le long de l'intestin. Troisième élément, troisième particularité, c'est la présence des microvillosités. Donc, les microvillosités, on les trouve au pôle apical des cellules de l'épithélium de revêtement de la paroi intestinale. Donc, les microvillosités, c'est quoi? Ce sont des replis de la membrane plasmique au pôle apical des entérocytes. Les entérocytes, ce sont les cellules épithéliales de l'épithélium de la muqueuse intestinale, réalisant l'aspect d'un plateau strié au microscope optique. Donc, la paroi intestinale est caractérisée par ces trois particularités. C'est par la présence des valvules conniventes, c'est les surélévations de la sous-muqueuse, la présence des villosités intestinales qui sont des expansions du chorion, et au pôle apical de l'épithélium, il y a des replis de la membrane plasmique qu'on appelle les microvillosités, réalisant un aspect en plateau strié. La structure histologique de la muqueuse intestinale. Donc, on va voir les éléments qui constituent cette muqueuse intestinale. Examinée au microscope optique en moyen grossissement, la muqueuse intestinale offre à décrire trois couches superposées. De la lumière vers l'extérieur, on a une première couche, c'est la couche des villosités intestinales. Une deuxième couche, c'est la couche des glandes de Léberkoun, ou on les appelle encore les cryptes de Léberkoun. Donc, on les appelle glandes de Léberkoun ou cryptes de Léberkoun, c'est la même chose. La troisième couche, c'est la couche lymphoïde. C'est l'équivalent au niveau de la muqueuse gastrique donc on a la couche des cryptes au niveau de l'estomac, la couche des glandes gastriques et on a la couche lymphoïde. Dans l'intestin, puisqu'il y a une absorption, donc on a une couche des villosités, une couche des glandes et une couche lymphoïde. Donc, voici une présentation schématique de la paroi intestinale. Donc là, vous avez en rose la musculeuse de la muqueuse. Là, en rose. En haut, tout ça, c'est la muqueuse intestinale. Donc, la muqueuse intestinale, donc,
on voit qu'il y a des expansions du chorion. Donc, en mauve, c'est l'épithélium intestinal et en jaune, c'est le stroma ou le chorion de la muqueuse intestinale. Donc, ces expansions dans la lumière forment ce qu'on appelle les villosités. Donc, cette partie s'appelle la couche des villosités. Ensuite, au niveau du chorion, à partir de là, il y a des glandes tubuleuses qui s'abouchent entre les villosités. Donc, on appelle ces glandes, c'est les glandes de l'Ebercole ou bien des cryptes de l'Ebercole parce que ce sont des invaginations de la paroi. Donc, elles ressemblent aux cryptes gastriques. Mais là, ce sont des glandes du chorion. On les appelle les glandes de l'Ebercole. Et au niveau de la couche profonde, on a des nodules lymphoïdes formant ce qu'on appelle la couche lymphoïde. Donc, la muqueuse intestinale comporte une couche de villosité, une couche des glandes et la couche lymphoïde, la troisième couche. En bas, vous avez la musculeuse de la muqueuse. Ensuite, vous avez la sous-muqueuse qui est faite d'un tissu conjonctif lâche, richement vascularisé et il y a une riche vascularisation lymphatique. Ensuite, vous avez la musculeuse avec la présence de deux couches, la circulaire interne, la longitudinale externe et entre eux, il y a le plexus d'Auerbach qui est un plexus nerveux. Et la cinquième couche, la dernière couche, c'est la séreuse. Maintenant, on va décrire les constituants histologiques de la villosité intestinale. Donc, examiner au microscope, optique au faible grossissement, la villosité intestinale présente à décrire un épithélium de revêtement, un chorion formé d'un axe conjonctif appelé stroma. Donc, ce stroma, c'est l'axe conjonctif de la villosité. Il est appelé encore chorion. Au fort grossissement, on a l'épithélium de revêtement. Cet épithélium de revêtement est un épithélium prismatique simple à plateau strié reposant sur une lame basale. Cet épithélium est formé de trois types cellulaires. On a les cellules à plateau strié, on les appelle également les entérocytes. On a les cellules caliciformes ou on les appelle encore les cellules à mucus au pôle apical ouvert. Et il y a les cellules endocrines. Donc, l'épithélium de revêtement de la villosité intestinale, c'est un épithélium prismatique simple à plateau strié. Il est constitué de trois types de cellules. Les entérocytes, ce sont les cellules à plateau strié. Les cellules caliciformes, ou bien on les appelle les cellules à mucus au pôle apical ouvert. Et il y a les cellules endocrines. Les entérocytes, on va commencer par la description des entérocytes. On les appelle également cellules à plateau strié. Elles sont responsables de la fonction d'absorption de l'intestin. Elles sont caractérisées par, donc la forme de la cellule, c'est une cellule prismatique haute ou cylindrique. Dans leur moitié inférieure, les cellules s'écartent au cours des périodes d'absorption et ménagent entre elles un espace triangulaire, c'est les fentes de Grenhagen. Ces fentes sont limitées en bas par la basale de l'épithélium. La présence d'un plateau strié au pôle apical qui est fait de microvillosités digitiformes, régulières, perpendiculaires à la surface cellulaire, réalisant l'aspect plateau strié. Ces microvillosités sont recouvertes par un glycolème abondant ou le glycocalyx, qui est le siège d'une activité enzymatique externe intense, qui est nécessaire à la digestion des oligopeptides par les enzymes pancréatiques. Donc, il protège les entérocytes de la digestion. Cette cellule ou ces entérocytes possèdent également un noyau qui est médian, allongé selon le grand axe de la cellule. Un cytoplasme riche en organites cellulaires témoignant une activité métabolique importante. Un réticulum endoplasmique abondant en rapport avec de nombreuses vésicules de pinocytose et de nombreuses mitochondries. Bien sûr, avec un appareil de Golgi en situation supranucléaire. Voici l'aspect au microscope électronique des entérocytes. Donc, toute la cellule, la forme de la cellule, c'est une cellule cylindrique. Donc, c'est une cellule prismatique ou cylindrique. Le pôle apical possède les microvillosités. On voit ce sont des évaginations en digitiforme, en doigt de gant, donc réalisant un aspect en plateau strié.
Le noyau est ovoïde, orienté selon l'axe de la cellule. Dans le cytoplasme, on a les organites cytoplasmiques habituels. Donc, vous avez réticulum endoplasmique, appareil de Golgi. Ces cellules, les entérocytes, ces cellules intestinales ou entérocytes, donc les 2 tiers du côté apical de la cellule possèdent un complexe jonctionnel très important. Donc, là, les cellules sont fermées. En bas, donc à la partie basse de la cellule, au moment des périodes où il y a une forte absorption, les cellules aménagent entre elles des fentes. Ces fentes, on les appelle les fentes de Grenheigen. Ces fentes, donc on les observe uniquement en période de forte absorption. Ces fentes, la membrane latérale de la cellule, donc possède des microvillosités. Donc ces fentes aident à l'absorption. Le pôle basal de la cellule, donc ils ont la forme d'un triangle et elles sont limitées en bas par le pôle basal ou la lame basale de l'épithélium intestinal. Voici là l'aspect au fort grossissement au microscope électronique, donc des microvillosités au pôle apical des cellules qui est surmonté par le glycolème ou le glycocalyx. Deuxième type de cellules, donc on a décrit les entérocytes, les cellules caliciformes ou les cellules à mucus au pôle apical ouvert, appelées encore cellules à mucus ouvertes. Elles entretiennent une mince lame de mucus à la surface de l'épithélium qui lubrifie la surface de la muqueuse et protège l'épithélium. Leur nombre augmente du début à la fin de l'intestin, mais elles restent moins nombreuses que les entérocytes dans le grêle parce que leur rôle principal au niveau du grêle, c'est l'absorption. Donc, on a beaucoup plus d'entérocytes que de cellules caliciformes. Elles sont caractérisées par, donc, ces cellules ont une forme en calice ou de cupule qui est insérée par un pied étalé sur la lame basale. Le noyau est refoulé à la partie basale de la cellule. Le cytoplasme est riche en boules de mucigène d'aspect clair. Donc, voici l'aspect au microscope optique de l'épithélium intestinal. Donc, on a les cellules, donc en 1 et 2, on a les cellules caliciformes. Donc, l'aspect en calice, inséré à la lame basale de l'épithélium. Entre ces cellules, on voit les entérocytes avec le plateau strié au pôle apical. Donc là, c'est un épithélium de la muqueuse intestinale avec la présence en 2, les cellules caliciformes. On voit au plus fort grossissement que les cellules, on a l'impression qu'il n'y a pas un pôle apical parce qu'il est caché par la forte sécrétion du mucus ou le type de sécrétion du mucus au niveau de la lumière intestinale. Donc, le cytoplasme de la cellule, les 2 tiers supérieurs de la cellule sont bourrés de graines de mucigène. Donc, tout le cytoplasme est rempli du mucus. Voici l'aspect des cellules caliciformes. Donc là, le mucus est coloré par le mucicarmine. Donc en 1, on voit le mucus s'écouler dans la lumière par le pôle apical ouvert. En 2, on a le noyau cellulaire. Et en 3, on voit le plateau strié des entérocytes. Donc là, ce sont le noyau des entérocytes avec leur plateau strié. Et là, on voit que le cytoplasme est rempli de mucus et on voit que le mucus s'écoule dans la lumière intestinale. Troisième type de cellules, donc on a vu les entérocytes, les cellules caliciformes. Troisième type, c'est les cellules endocrines. On les appelle également cellules argentafines. Elles sont peu nombreuses, situées au sommet des villosités. Généralement, on les trouve le sommet des villosités. Elles ont la forme d'une bouteille dont le fond repose sur la lame basale. Au niveau des villosités du jejunum-hélium, donc les cellules entérochromaffines, on trouve ces cellules, des cellules entérochromaffines qui sécrètent la sérotonine et la motiline. On a des cellules de type L. Elles, par rapport à la forme de ces granulations, elles possèdent de gros granulations larges,
d'où le nom granulation des cellules L, elles sécrètent le glucagon. Vous avez les cellules de type D qui sécrètent la somatostatine, les cellules de type S qui sécrètent la sécrétine, qui inhibe la sécrétion du HCl par l'estomac et stimule la sécrétion d'un sucre pancréatique riche en bicarbonate. Donc, on a vu l'épithélium intestinal. On a dit que l'épithélium, c'est un épithélium prismatique aplatostrié. Il est constitué de 3 types de cellules. Il y a les entérocytes, ou on les appelle également les cellules aplatostriées. Il y a les cellules caliciformes et troisième type, les cellules endocrines. Maintenant, on va décrire le stroma de la villosité intestinale, parce qu'au début, on a dit que la villosité intestinale comporte 2 éléments histologiques. Il y a l'épithélium de revêtement et le stroma. Le stroma offre à décrire 4 constituants. On a un tissu conjonctif lâche qui ressemble à celui du chorion de la muqueuse, un chylifère central qui est un vaisseau lymphatique, un réseau de capillaires sanguins et le muscle de Bruck. Le muscle de Bruck, ce sont des fascicules musculaires lisses à disposition longitudinale émanant de la muscularis mucosée. La muscularis mucosée, c'est la musculeuse de la muqueuse. On l'appelle également la muscularis mucosée. Donc, voici la présentation schématique d'une villosité intestinale. Donc, on a l'épithélium prismatique aplatostrié et on a au centre le chorion. Donc, le chorion, il est fait d'un tissu conjonctif lâche qui comporte en jaune un chylifère central, c'est le vaisseau lymphatique, et des vaisseaux sanguins. Donc, on a la vascularisation artérielle en rouge et en bleu, la circulation veineuse. Donc, voici l'aspect au microscope optique de la villosité intestinale. Donc, la villosité a un épithélium prismatique unistratifié aplatostrié. On voit les entérocytes, le platostrié. Elle possède les cellules caliciformes et les cellules endocrines. Les cellules endocrines, on ne les voit pas aux techniques histologiques ordinaires. Il faut l'immunohistochimique, c'est une technique histologique qui marque les cellules endocrines en utilisant des anticorps anti le produit sécrété par ces cellules. Donc, dans les techniques ordinaires, on ne peut pas les mettre en évidence. Donc là, c'est l'épithélium intestinal de la villosité et l'axe ou le stroma, l'axe conjonctif ou le stroma de la villosité intestinale. Donc, la villosité comporte un axe conjonctif au stroma et l'épithélium intestinal. On voit là en bleu cette lignée. En bleu, c'est la lame basale de l'épithélium intestinal. Là également, sur cette coupe histologique vue au microscope optique, on voit que l'axe comporte des faisceaux musculaires lisses. On appelle ce muscle lisse, c'est le muscle de Bruck. Ces faisceaux musculaires proviennent de la musculeuse de la muqueuse. Donc, ce muscle, ce sont des éléments de la musculeuse de la muqueuse qui montent dans l'axe de la villosité. On appelle ce muscle le muscle de Bruck. Et il y a, donc voici le muscle de Bruck, et il y a un vaisseau, là c'est un vaisseau lymphatique, une fente vasculaire, c'est une fente large, donc c'est un capillaire lymphatique qu'on a appelé le chylifère central. Et on a bien sûr notre épithélium avec les cellules aplatostriées et les entérocytes et les cellules caliciformes. Donc, on a vu la description des villosités intestinales de la muqueuse. Donc, la muqueuse intestinale, on a dit qu'elle comporte une couche de villosité. Chaque villosité comporte un épithélium de revêtement et un axe conjonctif ou appelé encore le chorion. L'épithélium de revêtement, c'est un épithélium prismatique aplatostrié. Il comporte 3 types de cellules. Et l'axe conjonctif, c'est un tissu conjonctif lâche qui contient un chylifère central, le muscle de Bruck et des vaisseaux sanguins habituels. Maintenant, on va décrire les glandes de Leberkohn. C'est la deuxième couche de la muqueuse. On appelle également ces glandes les cryptes de Leberkohn.
Examinées au microscope optique au moyen grossissement, les glandes de Lieberkühn apparaissent comme des simples invaginations épithéliales. C'est pour ça qu'on les appelle cryptes. Ce sont des glandes tubuleuses rectilignes simples, courtes, orientées perpendiculairement à la surface de la muqueuse. La paroi glandulaire est faite d'un épithélium cubique ou cylindrique simple, reposant sur une lame basale qui comporte 4 types de cellules. On a les cellules à plateau strié, les cellules caliciformes, des cellules endocrines, comme l'épithélium de la muqueuse intestinale. En plus, il y a les cellules de Paneth. Les cellules de Paneth, ce sont des cellules séreuses localisées au fond des cryptes. Donc, on trouve ces cellules au fond des cryptes. Ces cellules possèdent un noyau qui est arrondi, basal, et un cytoplasme riche en graines de zymogènes. Donc, ce sont à sécrétion protéique, donc enzymatiques. Les cellules de Paneth produisent des lysozymes et interviennent dans la régulation de la flore bactérienne. Donc, voici une glande de Lieberkühn. Donc, on a dit que les glandes de Lieberkühn, c'est un épithélium unistratifié, cubique, donc acylindrique, avec 4 types de cellules. Il y a, donc, on voit le plateau strié, donc il y a les entérocytes, les cellules caliciformes, et au fond des glandes, on voit des cellules, qui possèdent des grains de sécrétion de type séreux. On appelle ces glandes on appelle ces cellules les cellules de Paneth. Donc les glandes tubuleuses, les glandes de Lieberkühn, ce sont des glandes tubuleuses rectilignes. Elles débouchent à la base des vélosités, entre les vélosités. Elles sont composées de cellules à plateau strié, cellules caliciformes, cellules de Paneth qui renferment des granulations très acidophiles, d'où la coloration en rose vif, et on les trouve à la base du tube ou à la base des glandes de Lieberkühn. Voici des glandes qui sont coupées transversalement, donc ce sont des glandes intestinales, les glandes de Lieberkühn. Donc on voit le plateau strié, donc tout ça, ce sont des cellules des entérocytes avec présence de 2 cellules caliciformes. Au niveau de cette partie, on voit les cellules de Paneth, les entérocytes. Donc, avec en A, la muscularis mucosée ou la musculeuse de la muqueuse, les glandes de Lieberkühn coupées transversalement contenant, donc en 2, là, c'est les cellules de Paneth. Donc, on a vu la couche des villosités, la couche des glandes, on a décrit les glandes de Lieberkühn. Troisième couche, la couche lymphoïde. À la base des cryptes ou des glandes de Lieberkühn, il existe un important infiltrant lymphoplasmocytaire. Ces lymphocytes peuvent former des follicules à centre clair. La taille et le nombre des follicules augmentent du début à la fin de l'intestin. Donc, ces follicules lymphoïdes, donc leur nombre augmente vers la fin de l'intestin. Donc, on va trouver une riche infiltration lymphoïde. Voici l'aspect au microscope optique de donc, la muqueuse intestinale. Donc, en haut, de là jusque là, vous avez tout ça, c'est la muqueuse intestinale. En bas, vous avez la musculeuse de la muqueuse, on voit du muscle lisse. Donc, vous avez une couche de villosités, il y a des villosités intestinales. Chaque villosité possède un épithélium et un chorion conjonctif. En bas, vous avez des glandes tubuleuses courtes, simples, qui contiennent des cellules caliciformes. Donc, on voit là beaucoup plus les cellules caliciformes. Donc, ce sont les glandes de Lieberkühn. Et il y a un stroma qui est riche en lymphocytes, donc formant la couche lymphoïde. Les variations régionales. Donc, d'une façon générale, la paroi intestinale comporte les 5 couches du tube digestif avec une muqueuse intestinale qui comporte une couche des villosités, une couche des glandes et une couche lymphoïde. Maintenant, il y a certaines variations dans certaines régions. On va les définir région par région. Donc, le premier segment, le duodénum. Examiné au microscope optique au faible grossissement, le duodénum présente les caractères morphologiques suivants. Donc, le duodénum présente certains caractères histologiques spécifiques qui sont
l'absence des valvules connivantes. Donc, on a dit que les valvules connivantes, ce sont des surélévations de la sous-muqueuse. Dans le duodénum, il n'y a pas de valvules connivantes. Deuxième critère, présence de glandes de Leberkohn typiques, puisque c'est une paroi intestinale. Présence de glandes particulières qu'on appelle les glandes de Brunner. Ces glandes de Brunner, on les trouve au niveau de la muqueuse et peuvent déborder sur la sous-muqueuse. Normalement, au niveau de l'intestin, la sous-muqueuse ne comporte pas de glandes. Lorsqu'il y a des glandes, donc c'est le duodénum. Donc le duodénum, au niveau du duodénum, la sous-muqueuse comporte des glandes. Les glandes de Brunner, ce sont des glandes tubuleuses contournées, ramifiées, débouchent au fond des glandes de Leberkohn. Donc, et les glandes de Leberkohn s'ouvrent entre les villosités. Donc, les glandes de Brunner, elles déversent leurs produits au niveau des cryptes de Leberkohn ou bien les glandes de Leberkohn. Ce sont des glandes muqueuses, donc à sécrétion muqueuse et alcaline, protégeant la muqueuse duodénale contre l'agressivité du suc gastrique. Donc, voici une coupe histologique du duodénum. Donc, d'abord, on va examiner la muqueuse pour voir est-ce que c'est une partie de l'intestin grêle. Donc, vous avez en 1 des surélévations ou des expansions de la muqueuse, ce sont les villosités. Donc, on a une couche des villosités. Il y a des glandes de Leberkohn, on les voit ici, les glandes de Leberkohn. Donc, on a une couche des villosités et une couche des glandes. Sous les glandes, il y a un autre type de glandes dont l'aspect est clair. Donc, elles sont à sécrétion muqueuse. Et en bas, vous avez en 4 la musculeuse de la muqueuse. En bas, normalement, vous avez la sous-muqueuse. Cette sous-muqueuse, elle est riche également en glandes de type muqueux. On appelle ces glandes qui se trouvent sous les glandes de Leberkohn au niveau de la muqueuse et au niveau de la sous-muqueuse, les glandes de Brunner. Dès qu'on trouve une paroi intestinale avec la présence de glandes de type muqueux au niveau de la sous-muqueuse et sous les glandes de Leberkohn, donc c'est le segment ou la région de l'intestin grêle. Donc, dès qu'on voit ces glandes, on dit que c'est le duodénum. Donc, le duodénum sur les coupes histologiques est caractérisé surtout par la présence de ces glandes de type muqueux au niveau de la sous-muqueuse. Voici une autre coupe. Donc, on voit très bien. Donc, là, vous avez la musculeuse de la muqueuse. Donc, là, c'est les villosités intestinales. Là, c'est glandes de Leberkohn. Et sous la muscularis mucosée, il y a des glandes de type muqueux. Donc, on voit que le noyau est apical, le noyau est basal et le cytoplasme est clair. Donc, ce sont des glandes de type muqueux. C'est les glandes de Brunner. Puisqu'il y a les glandes de Brunner, c'est une coupe histologique au niveau du duodénum. Maintenant, on va voir les particularités de l'élion. Examinée au microscope optique au faible grossissement, la paroi de l'élion présente à décrire des formations lymphoïdes caractéristiques. C'est les plaques de Peyer. C'est quoi les plaques de Peyer? Ce sont de volumineux nodules lymphoïdes fusionnés situés à cheval sur la muqueuse et la celluleuse. Donc la celluleuse, c'est la sous-muqueuse. Donc ces plaques de Peyer ou ces nodules lymphoïdes sont situés à cheval sur la muqueuse et la sous-muqueuse. Donc, voici la paroi. Donc là, vous avez une paroi intestinale, puisqu'il y a des villosités. On voit surtout là sur cette coupe des villosités. Donc, on a toute la paroi. Et là, vous avez les deux couches de la musculeuse. Là, vous avez la séreuse. Et là, vous avez la sous-muqueuse. Donc, cette paroi comporte des surélévations de la sous-muqueuse. Donc, en 1, c'est des valvules connivantes avec la présence de formations lymphoïdes, des nodules lymphoïdes qui s'appellent les plaques de Peyer. Je vais vous montrer un autre coupe histologique. Là, c'est la muqueuse de l'élion. Donc, la muqueuse de l'élion, c'est une muqueuse intestinale. Elle comporte des villosités. Là, on voit le muscle de Bruck, l'épithélium intestinal, les glandes de Leberkohn
Et là, en 3, vous avez la muscularis mucosae. Donc, vous avez une muqueuse intestine, la muqueuse de l'iléon, c'est une muqueuse intestinale. Donc là, on voit les, donc, on voit les plaques de Peyer. Donc, ce sont ces nodules lymphoïdes fusionnés qui occupent la sous-muqueuse et la muqueuse. Donc, le chorion de la muqueuse et la sous-muqueuse. Donc, c'est caractéristique de l'iléon. Dès qu'on trouve ces formations lymphoïdes, on sait qu'on est au niveau de l'iléon. Le côlon. Examiné au microscope optique au faible grossissement, la muqueuse colique est caractérisée par absence de villosité intestinale. Donc, comment on peut reconnaître le côlon sur une coupe histologique? Il n'y a pas une villosité intestinale. Deuxième critère, les glandes de Léberkow sont profondes, serrées les unes contre les autres, orientées perpendiculairement à l'épithélium de revêtement. Elles sont faites de 3 types de cellules. Les entérocytes typiques, c'est-à-dire les cellules aplataustriées, les cellules caliciformes, ou cellules à mucus ouvertes, en très grand nombre, et des cellules endocrines. La troisième critère, une couche lymphoïde, est représentée par de volumineux nodules lymphoïdes qu'on appelle au niveau du côlon le follicule clos du côlon. Donc, les caractéristiques de la muqueuse colique, c'est qu'il n'y a pas de villosité. Les glandes de Léberkow, elles sont typiques et profondes. Elles sont riches beaucoup plus en cellules caliciformes qu'en cellules qu'entérocytes. Et il y a une riche formation lymphoïde qu'on appelle le follicule clos du côlon. Donc, voici une coupe histologique du côlon. Donc, vous avez la lumière. Et voici la muqueuse colique. On voit que, voici la surface, il y a directement des invaginations. Donc, il n'y a pas de villosité. Il y a uniquement ces invaginations ou ces cryptes qui forment les glandes de Léberkow. Donc, c'est une couche, c'est une muqueuse qui comporte uniquement une couche des glandes. Il n'y a pas de villosité. Et la couche lymphoïde, là, il y a un nodule lymphoïde. Voici au plus fort grossissement, on a dit que les glandes, il n'y a pas, d'abord, voici tout ça, c'est la muqueuse colique. Il n'y a pas de villosité. La surface directement s'invagine pour donner, donc vous avez les cryptes de Léberkow, ce sont des cryptes, ce sont des glandes tubuleuses. Elles sont profondes, elles sont riches beaucoup plus, on voit, en cellules caliciformes. Elles contiennent également les entérocytes et les cellules endocrines. Vous avez en bas la musculeuse de la muqueuse et tous les pointillés noirs, ce sont des lymphocytes. Il y a une riche formation lymphoïde. Voici la muqueuse colique également où la coupe a passé transversalement. C'est une coupe transversale qui montre les glandes de Léberkow ou les cryptes. Donc tout ça, ce sont des glandes de Léberkow coupées transversalement. On voit l'aspect donc des marguerites, des rosaces. Donc voici les cellules caliciformes donnant l'aspect de pétales. Donc voici l'aspect caractéristique de la muqueuse colique. Donc on a vu le déodénum. Le déodénum est caractérisé par la présence des glandes de type muqueux au niveau de la sous-muqueuse et également au niveau de la muqueuse. Deuxièmement, on a vu l'iléon. Donc, l'iléon, c'est une muqueuse colique. L'iléon, donc vous avez la muqueuse intestinale. En plus, vous avez les plaques de Peyer. Les plaques de Peyer, donc, identifient l'iléon. On a vu le côlon. Au niveau du côlon, il n'y a pas de villosité. Il y a uniquement une couche des glandes, c'est les glandes de Léberkow, qui contient les cellules caliciformes, les entérocytes, et les cellules endocrines. Il y a beaucoup plus de cellules caliciformes qu'entérocytes. Troisième, c'est la couche lymphoïde. Il y a une riche infiltration lymphoïde formant des nodules. On appelle ce tissu lymphoïde au niveau de la muqueuse colique, c'est le follicule clos du côlon. L'appendice, maintenant, l'appendice possède une muqueuse de type colique. Elle ressemble donc à la muqueuse du côlon, avec 2 caractéristiques morphologiques spécifiques qui sont. Donc, vous avez des glandes, les bercons sont moins nombreuses et moins hautes.
Elles ne sont pas... Donc, on a vu que dans la muqueuse colique, elles sont profondes et elles sont serrées entre elles. Dans l'appendice, les glandes de Lieberkühn, elles sont moins nombreuses et moins hautes. Et il y a des formations lymphoïdes plus ou moins fusionnées, constituant un cercle presque complet, d'où le nom amygdale intestinale donné à l'appendice. Donc, cette formation lymphoïde ou ce cercle lymphoïde au niveau de l'appendice donne le nom à l'appendice amygdale d'une amygdale intestinale. Voici une coupe histologique. Donc, une coupe transversale d'une appendice. Donc, voici les formations lymphoïdes formant. Donc, on a un cercle formé de nodules lymphoïdes, une riche infiltration et une riche formation lymphoïde au niveau de la paroi. Et on voit, tout ça, c'est la muqueuse colique. Donc, on voit qu'il y a moins de glandes de Lieberkühn. Donc, là, c'est une coupe histologique. Une coupe transversale d'une appendice. Donc, en 1, vous avez les nodules lymphoïdes fusionnés. En 2, la muqueuse du gros intestin qui ne possède pas de villosité. Il y a uniquement des glandes de Lieberkühn. Et en 3, vous avez les débris alimentaires. Donc, ça, c'est des débris alimentaires stagnés dans la lumière. Voici une coupe histologique de la paroi au plus fort grossissement. Pardon. Donc, voici au plus fort grossissement la muqueuse. Vous avez les glandes de Lieberkühn, elles sont moins nombreuses. Il n'y a pas de villosité et on a en 2 et en 4 des nodules lymphoïdes. Donc ça, c'était pour les variations régionales de l'intestin. Donc on a vu la structure de la paroi intestinale d'une façon générale. Elle comporte donc les 5 couches du tube digestif avec au niveau de la muqueuse, on a une couche de villosité, une couche des glandes et une couche lymphoïde. Il y a des spécificités pour chaque région. On a vu les caractéristiques du duodénum, de l'iléon, le côlon et l'appendice. Là, sur cette diapo, donc on a la paroi digestive du tube digestif tout le long du tube digestif. Donc, on a dit qu'on reconnaît la paroi du tube digestif par la présence de 5 couches. Donc là, vous avez la lumière du tube digestif. Et là, c'est le milieu extérieur. Donc, de la lumière vers l'extérieur, vous avez une première couche qu'on a appelée la muqueuse. Donc, vous avez le premier segment, c'est l'œsophage. Ensuite, on a l'estomac. Troisième élément, ensuite, on a le duodénum. Ensuite, jéjuno-iléon et vous avez le côlon. On va voir la spécificité de chaque région. Donc, on va commencer. Donc, c'est une paroi partout. Il y a 5 couches. Il y a une muqueuse, la musculeuse de la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse qui est organisée en 2 couches, circulaire interne, longitudinale externe, et une 5e couche qui est une adventice au niveau de l'œsophage et au niveau du reste, c'est une séreuse. Il y a un plexus nerveux au niveau de la sous-muqueuse. On a appelé ce plexus nerveux et on le trouve tout le long du tube digestif, c'est le plexus de Meissner. Il y a un deuxième plexus nerveux entre les 2 couches de la musculeuse. Donc, on a appelé ce plexus nerveux le plexus d'Auerbach. Donc, on va commencer par l'œsophage. On a dit que l'œsophage, au niveau de la muqueuse, il y a un épithélium qui est, comment on peut reconnaître l'épithélium? C'est un épithélium de type épidermoïde. Donc, c'est un épithélium pluristratifié pavimenteux non kératinisé et un chorion qui contient des glandes de type muqueux qui sécrètent le mucus à la surface. Et on va également trouver des chorions au niveau de la sous-muqueuse. Ce sont des glandes de type également muqueux qui sécrètent le mucus à la surface de la lumière. Là, donc, c'est au niveau de l'œsophage. Donc, on reconnaît l'œsophage par son épithélium qui est de type épidermoïde, le chorion ou la lamina propria de la muqueuse, elle est glandulaire et également on peut trouver des glandes au niveau de la sous-muqueuse. L'estomac, donc la muqueuse gastrique, donc elle est caractérisée par la présence de cryptes, ce sont des invaginations de la paroi gastrique.
Donc, sont des invaginations de la paroi. Et le chorion est de type glandulaire. Et le type histologique des glandes, ce sont des glandes tubuleuses au niveau de l'estomac. Donc, vous avez un épithélium de revêtement qui est unistratifié, fait de cellules à mucus au pôle apical fermé. Et le chorion, c'est un chorion glandulaire. On a appelé ces glandes des glandes gastriques. On a décrit deux types de glandes, les glandes de Fenwick et les glandes pyloriques. L'essentiel, il y a des glandes de type des glandes tubuleuses et il y a des cryptes. Au niveau de l'intestin, qu'est-ce qu'on a? Puisqu'il y a une absorption, vous avez l'apparition des villosités. Il y a au niveau du chorion des glandes tubuleuses, donc partout au niveau de l'intestin. Donc, tout le long de l'intestin, vous avez des villosités et un chorion qui est glandulaire. Le type de glande, ce sont des glandes tubuleuses. Les formations lymphoïdes, on voit que les nodules apparaissent vers la fin de l'intestin grêlé au niveau du côlon. Donc, c'est la muqueuse intestinale. Donc, pour reconnaître le duodénum, on a dit que vous avez... Pardon? Donc, vous avez une muqueuse intestinale avec les villosités et les glandes tubuleuses. En plus de ces glandes, il y a les glandes de Brunner qui se trouvent au niveau de la sous-muqueuse. Ces glandes sont de type muqueux et elles s'abouchent au fond des glandes de l'Eberkuhn. Donc, au niveau de l'hélium, il y a les plaques de Peyer. Au niveau du côlon, il n'y a pas de villosité, il y a uniquement des glandes de l'Eberkuhn. Pas de villosité, il y a uniquement et les formations lymphoïdes. Donc, c'est un schéma récapitulatif qui montre les différentes variations régionales du tube digestif et je vous remercie.